Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui nous déconstruisons l'univers du roman avec le métapolar Cherokee de Jean Echenoz. Peu médiatisé et discret sur sa vie privée, Jean Echenoz, prononcé aussi Echenoz, est né en 1947 à Orange dans le sud de la France. Il est certainement l'auteur le plus emblématique de la nouvelle littérature française de la fin du XXe siècle jusqu'à aujourd'hui, littérature dite postmoderne. Son père était médecin psychiatre à Aix-en-Provence, où Jean Echenoz accomplit la majorité de ses études, jusqu'à obtenir une licence en sociologie à l'université de cette même ville. Il s'installe à Paris en 1970 pour entreprendre des études de génie civil, puis entre sans grande conviction dans la vie active. En 1979, il a alors 32 ans, il envoie le manuscrit de son premier roman, Le Méridien de Greenwich, à de nombreux éditeurs, qui le lui refusent tous, jusqu'aux éditions de Minuit, installées à Arles dans la région natale d'Echenoz, édition à qui il voue une immense admiration. L'éditeur Jérôme Lindon est enthousiasmé par cette découverte et c'est le début de la carrière littéraire d'Echenoz, toujours fidèle aujourd'hui aux éditions de Minuit. C'est aussi le début de son amitié avec son éditeur, décédé en 2001 et à qui il rendra hommage dans un livre éponyme. Jean Echenoz a écrit à ce jour 18 romans, couronnés de nombreux prix, dont le prix Femina pour Cherokee, son deuxième roman, en 1983, le prix Goncourt pour Je m'en vais, en 1999, et le prix Marguerite Yourcenar en 2018 pour l'ensemble de son œuvre. Son dernier roman, Vie de Gérard Fulmar, est paru en janvier 2020. L'œuvre de Jean Echenoz commence donc en 1979 et se place d'emblée, d'une part dans la ligne du roman réaliste, par l'importance accordée à l'environnement et aux objets qui entourent les personnages, loin de toute psychologisation, environnement parfois poussé à l'extrême dans la précision, dans une prise directe avec les matières, les formes, les couleurs, les odeurs, la manufacture, l'usure, et même jusqu'à la marque ou la date de fabrication. D'autre part, il doit beaucoup au nouveau roman, par la place accordée à la description de l'ordinaire, objectale comme on dit, son travail rigoureux sur la langue, le côté minimaliste de ses descriptions, parfois qualifié de postmoderne, et aussi son regard pessimiste porté sur le monde et la condition humaine. Cependant, il parvient à se démarquer et à faire éclater les conventions de ces deux courants par les aspects ironiques et ludiques de ses romans, peuplés de personnages fatigués, flottants, dérisoires, placés dans des situations étonnantes ou incongrues. Il en résulte que l'horizon d'attente du lecteur, façonné par les structures bien établies du roman réaliste, est constamment déçu et chamboulé. Ainsi, sous un premier abord foutraque, un ramassis de déchets, pour reprendre les mots de Jean-Patrick Manchette à propos de Cherokee, l'ensemble tient et reste passionnant. Ces 4 premiers romans sont marqués par un travail à chaque fois sur un genre particulier. Récit de voyage, roman policier, pour Cherokee, roman d'aventure ou roman d'espionnage. Mais on peut tout aussi bien parler de roman géographique par la variété des lieux évoqués. Il s'est tout autant penché sur le récit biographique également, avec Ravel, sur le célèbre compositeur, ou Courir, centré sur le coureur Émile Zatopek par exemple. Ainsi, le plus important pour Jean Echenoz, c'est le travail de l'écriture, sans cesse renouvelé. Il lui faut en effet un fil narratif suffisamment ferme pour le guider dans la progression du récit, mais aussi suffisamment souple pour lui permettre des digressions. Sa recherche du mot juste, de l'agencement nécessaire et d'une grande précision. Par conséquent, chaque livre est le résultat filtré de quantité de notes d'un travail massif en amont, et même les maladresses et les imprécisions sont calculées. Il dit à propos de son travail, chaque phrase doit sonner, doit avoir une existence organique, elle doit être vivante, faire du bruit, et ce bruit doit me convenir. Il faut qu'il y ait des fausses notes, des assonances, des harmonies, un rythme particulier. La dimension du son m'importe autant que l'image. Et il le disait aussi dans une interview en janvier 2020 à propos de son dernier livre, j'essaye toujours de ne pas répéter ce que j'ai fait auparavant. À propos de Cherokee donc. Tout d'abord, le titre n'est pas une référence à la tribu indienne, mais à un morceau de jazz que l'interprétation virtuose de Charlie Parker a rendu célèbre, et dont le héros entendra des extraits dans le récit. Le roman se donne l'apparence d'un faux roman noir, d'un faux polar, on parle aussi de métapolar. On suit Georges Chave, trentenaire parisien mélancolique, vivant à la petite semaine, collectionneur de disques de jazz, dont un rare exemplaire de Cherokee qu'on lui a dérobé 10 ans auparavant, mais peu lui importe. Fréquentant les bars et les cinémas, il se retrouve par un concours de circonstances, la rencontre avec une certaine Véronique, à devoir enquêter pour le compte de la société de détectives Benedetti sur l'identité d'hypothétiques héritiers d'une fortune réalisée à la fin du XIXe siècle par des émigrés partis faire fortune au Mexique. Dès lors, Georges va s'agiter un peu, croisant la route des acolytes détectives pas très malins, des policiers désabusés, de jeunes femmes troubles qui le troublent, et se retrouve confronté à un cousin, Fred, perdu de vue depuis 10 ans. Et ce n'est que le début des nombreux fils narratifs qui finiront par se résoudre. Le héros évolue, erre, pourrait-on dire, dans la géographie parisienne minutieusement reconstituée, en suivant le rythme d'une narration qui emprunte, encore une fois, beaucoup au jazz.
Georges Chave était donc un homme un peu plus grand que la moyenne, assez maigre par ailleurs, ce qui pouvait le faire croire encore un peu plus grand. Il possédait un peu d'argent, grattant les derniers os d'un héritage décharné qu'épissait à peine un fonds éventé d'aide publique. Il s'achetait peu de vêtements, qui étaient presque toujours de fabrication américaine et très souvent de seconde main. Et il se procurait chez 2 ou 3 marchands, toujours les mêmes, porte de Clignancourt. Véronique changerait tout cela. Au niveau du style de Jean Echenoz, dans la majorité de ses romans, mais c'est tout aussi valable pour Cherokee. Tout d'abord, la fiction est peuplée d'objets banals d'une étrange drôlerie, de curieuses machines, on pourrait dire, à fabriquer des leurres, à tromper le lecteur. Au niveau des personnages, on a affaire à une humanité interlope, désœuvrée, dérisoire, comme des détectives gaffeurs ou des héros fatigués et flottants. Au niveau du récit, les aventures multiplient les temps morts, les lieux, les rencontres, les assemblages imprévus, les personnages incongrus, comme une voyante, un grand maître de secte, une brute cro-magnonesque ou des policiers désabusés. Ce genre si unique, qu'on pourrait qualifier de roman ludique, fait voler en éclats, en trompe-l'œil, en images et en reflets, toutes les conventions réalistes dans une fiction étonnamment profonde, sous un dehors ironique et distancié. De plus, Jean Echenoz multiplie les références au 7e art et utilise souvent des formes d'écriture s'apparentant aux techniques du cinéma, gros plan, travelling par exemple. De plus, la rapidité et la vitesse de récit s'approche d'ailleurs beaucoup du rythme d'un film policier ou d'un film d'action. On est tenu en haleine tout du long. L'usage d'un récit en forme de scénario dans diverses évocations, la technique du montage pour régler la temporalité ou la structure romanesque doivent beaucoup d'ailleurs au cinéma. Tout comme des allusions explicites qui sont l'occasion de trompe-l'œil saisissants et même troublants. Comme par exemple cette scène avec le personnage de Fred. Voici donc Fred. Fred est assis. Sous ses yeux, 2 hommes torturent sauvagement un troisième homme, le dépaissent et plongent ses restes dans une baignoire pleine d'acide. C'est l'esprit de Lucre qui guide leurs bras, ils seront punis. Autour de Fred, assis comme lui dans l'ombre, quelques spectateurs ricanent, d'autres se bouchent les yeux. Fred ne manifeste aucune réaction, il n'est pas très attentif à ce qui se passe, il paraît soucieux, il pense à autre chose. Le voilà qui se lève, il quitte la salle alors qu'il reste 3 bons quarts d'heure de projection. Le roman intègre aussi une dimension sonore, variation, syncope, dissonance, qui rappelle le jazz. De plus, le récit est parsemé de phrases qui créent un faux suspense brutalement résolu dès la phrase suivante, donnant l'impression d'une histoire improvisée, sans queue ni tête, alors que tout est parfaitement réglé, comme du papier à musique, si l'on peut dire. Alors que retenir avant d'entamer la lecture de ce livre? Il faut premièrement accepter d'être mené en bateau constamment par la narration et le narrateur omniprésent, qui nous balade là où l'on ne s'attend pas et s'amuse presque à briser nos espérances les unes après les autres. De plus, pour les lecteurs les plus avertis, de très nombreuses références viennent ponctuer le récit. À la littérature, on a par exemple une page entière de jeux de mots entre Phèdre et Fred par exemple. À la musique, via le titre, mais pas uniquement. Au cinéma, certaines scènes sont des références assez explicites à des scènes types de films policiers ou encore au polar de l'après-guerre, la fameuse série noire de Gallimard. On peut dire que le roman prend à fond son rôle de métapolar et passe à la moulinette tous les clichés du genre pour notre plus grand plaisir. Et une qualité notable pour être signalée et encourager ceux qui penseraient lire un vague pastiche de polar auto-référencé, tout est absolument cohérent et ne demande absolument pas une connaissance encyclopédique du genre pour apprécier cette lecture. Car tout se tient par la seule force du style, pourrait-on dire en reprenant les mots de Flaubert, auteur admiré par Echenoz et cité en clin d'œil à travers le perroquet Morgan, sorte d'alter ego bavard du narrateur, qui pourrait être un clin d'œil au perroquet d'un cœur simple. On débusque avec délectation les eugmes improbables, les paragraphes parfaitement ciselés qui commencent par entrons et finissent par sortons, et le sens de la description insignifiante. Et tout cela pourquoi? Juste pour le plaisir. Car l'avantage des romans d'Echenoz, c'est qu'on se prend la tête totalement gratuitement et qu'on en redemande. Il existe un feu tricolore au croisement du boulevard de Ménilmontant et de l'avenue Gambetta, laquelle longe vers l'est les murs du cimetière de l'Est. Comme la voiture freinait au rouge, le chauffeur se pencha, retira du vide-poche l'étui plat d'une bande magnétique qu'il glissa dans un lecteur, et de 4 haut-parleurs dissimulés dans les portières fusèrent les premières mesures de Cherokee. La jeune femme s'était enfin laissée aller contre l'épaule de George. Il leva les yeux vers le rétroviseur, dans lequel, comme un très gros plan sur un tout petit écran, lui souriaient ceux de Fred. Bon, dit Fred, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine et n'hésitez pas à laisser un commentaire. Gardez la santé, prenez soin de vous et surtout, lisez des livres. Ciao!